Merci d'être là ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir à HEC Alumni. Peut-être un petit mot sur Top Executives. C'est une relativement nouvelle offre d'HEC Alumni qui s'adresse aux dirigeants et aux cadres supérieurs C-level de grands groupes dont vous faites tous partie. On essaye de créer une sorte d'esprit club. Vous êtes entre pairs ce soir. Vous êtes avec des pairs aussi qui vont partager ce soir leurs insights. Le sujet qui nous préoccupe tous, c'est la solitude du CEO. C'est ce sentiment d'avoir besoin finalement d'un support group, d'un groupe de pairs avec qui on peut partager un certain nombre de sujets qui ne sont pas évidents à partager dans sa propre organisation ou dans son entourage familial et personnel. Donc c'est ce qui se passe ici chez Top Executive ce soir. Et on espère animer cette communauté avec des conférences comme celle qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi avec d'autres formats. On est très preneur d'ailleurs de vos envies, de vos insights. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe si vous avez des envies, des idées ou des suggestions d'intervention. On a déjà pratiqué un format qui était intéressant pour certains d'entre vous, l'ont peut-être testé. C'est des petits groupes en co-développement pour approfondir des sujets qui vous empêche de dormir la nuit, hein. Et puis partager dans la plus grande confiance et confidentialité, et puis vous aider finalement à vous sentir un peu moins seul dans l'exercice du pouvoir, si vous me permettez ce terme. Alors, sans plus attendre, je vais remettre le micro à Jessica qui va animer cette belle table ronde ce soir. Je vous tiens à remercier notre partenaire sur Top Executive, la société Robert Walters, management de transition, ici présente, avec plusieurs représentants. Donc, félicité, Caroline et, pardon, Clément, voilà, qui seront là aussi à la fin si vous souhaitez en savoir plus sur le management de transition chez Robert Walters. Je te laisse la parole, Jessica, pour nous présenter ton merveilleux panel. Et hâte de vous écouter tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Bonsoir à tous. Donc, on va passer une petite heure ensemble. Je vais essayer d'animer au mieux la discussion. Mais encore une fois, l'objectif, c'est que ce soit interactif et qu'on ait un bon débat. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Voilà, donc je vais déjà commencer par un tour de table. Alors, Sabrina, à toi l'honneur. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Sabrina Erlori Rouget. J'ai finalement passé toute ma vie dans la beauté, en vérité, dans les cosmétiques, de façon assez originale, puisque je n'ai pas le parcours classique, cependant, du HEC dans la beauté qui passe par L'Oréal, etc. Donc, je démarre de façon très entrepreneuriale comme commerciale dans une toute petite structure à la sortie de l'école. Je crois que c'est important de le dire parce que ça m'a bien fait le cuir, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec très peu de moyens, à l'autre bout du monde, dans des langues qui n'étaient pas du tout les miennes, avec un niveau qui était scolaire, évidemment. Donc, ça m'a tout de suite mise en jambe, on dira, pour la suite. Ensuite, je suis rentrée chez L'Occitane. Alors, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de têtes qui viennent de chez L'Occitane ce soir. Ça a été une grande aventure pour moi puisque ça a été 9 ans de ma vie. Je crois que c'est vraiment l'entreprise où j'ai tout appris. C'était une entreprise très entrepreneuriale à l'époque, en mode un peu start-up, où en fait, il y avait une prime quand même assez forte à la jeunesse. On donnait sa chance, et ça c'est une chance en fait, d'être tombé au bon endroit au bon moment pour moi. On donnait sa chance aux jeunes qui avaient envie de se dépasser. Donc j'ai changé de poste quasiment tous les ans. Et j'ai gravi les échelons très vite. Je suis rentrée par la toute petite porte et j'ai fini au COMEX d'une boîte cotée, puisque l'Occitane était cotée à Hong Kong. Et j'ai fini directrice générale de l'Europe, qui était une des plus grosses régions pour cette boîte cotée, donc très jeune. Et pareil, j'ai été jetée en fait très tôt en dehors de ma zone de confort, on dira, de façon régulière et assez intense. Ensuite, j'ai été recrutée par le groupe Lauder pour diriger une boîte, enfin une marque qui s'appelle MAC Cosmétiques. Et là, du coup, je me suis rendu compte de façon assez définitive que les grands groupes, c'était peut-être pas forcément pour moi, du coup, venant d'entreprises plus petites et plus entrepreneuriales. J'avais envie de retourner à mes premiers amours, qui étaient plus de rythme et puis plus de prise de décision rapide, d'action. Et donc, j'ai rejoint Aromazone, dont j'ai pris la CEO en novembre 21, au moment où Euraseo en a fait l'acquisition. Donc, c'était une entreprise familiale qui a été vendue en LBO primaire à un fonds d'investissement français. Voilà, et je dirige cette entreprise depuis 2 ans. Et alors là, en dehors de sa zone de confort et de rythme, je suis gâtée. Merci à toi. Éventuellement, à toi, Frédéric. Alors, moi,
J'ai fait une école d'ingénieur à la base, un master HEC dont je suis sorti en 2004 pour intégrer le groupe Saint-Gobain, donc un grand groupe français à la direction du plan puis à la direction de l'innovation. Et on m'a chargé de faire des partenariats entre des startups et Saint-Gobain. L'objectif étant de développer l'innovation du groupe. Je dois vous dire que je suis fils de deux parents médecins libéraux. J'ai grandi dans un monde voilà, libre dans son organisation, sa gestion de son temps, de ses priorités. Et au contact, quelque part, des startups d'un côté et de l'autre côté du grand groupe, je me suis projeté dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai décidé de créer une société avec quelqu'un que j'ai rencontré chez Saint-Gobain en 2008. Et ça fait maintenant 15 ans que je dirige cette petite boutique qui s'appelle EFI, qui a eu plusieurs vies. Alors on a fait plein de choses et c'est beaucoup moins connu voilà, que des grandes marques de consommation. Mais EFI, c'est aujourd'hui un peu plus de 300 personnes, 330 personnes à Paris. Notre métier, notre objectif, c'est d'aider les gens à économiser sur leur facture d'énergie en réalisant des travaux d'isolation, de chauffage, pompe à chaleur, poêle à granulés, pose de panneaux solaires. Et donc en les aidant dans ce parcours qui est compliqué, savoir quels sont les bons travaux, comment trouver des bons artisans, quelles sont les aides auxquelles on a droit. Et donc on les accompagne de A à Z. La société fait un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a grandi de manière autofinancée jusqu'au début de cette année. On a fait pour la première fois un tour, comme on dit, une série A au bout de 15 ans. Ça a pris le temps. Exceptionnel. Voilà. Mais, ouais, et je continue à vivre cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale avec autant de fraîcheur et d'envie qu'au début. Et peut-être notamment parce qu'on est très plusieurs. précurseur aussi sur la thématique du coup, et puis effectivement un modèle autofinancé qui est assez exceptionnel. Oui, alors qui s'est développé en fait par itération successive. On n'a pas toujours fait le même métier, mais c'est vrai qu'on a, on a démarré sur des métiers très B2B en parlant à des industriels, des collectivités, des bailleurs sociaux qui consommaient beaucoup d'énergie pour les aider à réduire leur consommation d'énergie. Et puis, plus la société s'est développée, on est parti à l'international, on a fait des acquisitions. Et plus la société s'est développée, puis on s'est intéressé à des plus petits consommateurs, jusqu'à arriver aux particuliers avec un modèle digital en fait. Et en 2019, on a pris la décision avec mon associé de céder les activités B2B historiques au groupe Engie et de se concentrer sur l'accompagnement des particuliers. Et donc, voilà, depuis 5 ans, on est concentré sur cette mission et on a quelque part recréé une société puisqu'à 5 ans, le groupe avait des activités très très différentes. Merci Frédéric. Et je laisse la parole du coup à Romain. Si tu peux nous présenter aussi un peu ton activité. Tu as un regard super large en fait parce que tu vois des dirigeants, j'ai envie de dire presque toute la journée. Voilà, mais tu es aussi CEO de ta boîte et tu as été CEO d'autres boîtes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Yes, alors je m'appelle Romain. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, je voulais être champion de tennis. J'avais plein de posters dans ma chambre de tennis magazine et je jouais toute la journée au tennis du matin au soir. Et j'étais pas mauvais, donc j'étais bien parti pour être champion de tennis. Et à 12 ans, mes parents ont accepté de m'inscrire en sport-études. Et la veille de la rentrée, enfin une semaine avant, un match de football avec mes copains, je me suis fracturé le poignet. Et en fait, j'ai jamais été dans ce sport-études. Et mes parents étaient bien contents, comme ça j'ai pu faire des études normales. Et j'ai toujours vécu avec un peu ce regret et en même temps cette passion pour le sport de haut niveau, pour la performance, pour la progression, pour le dépassement. Et ça m'est vraiment resté. Après, j'ai fait des études et un peu par accident, j'ai vu de la lumière quelque part et je suis rentré dans le monde de la finance. Donc j'ai travaillé dans la banque d'investissement pendant quasiment 10 ans. Alors je faisais un métier, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle de la structuration de produits dérivés. Globalement, c'est de près ou de loin à cause de ce genre de métier qu'il y a eu la crise financière. Mais j'ai eu la chance, c'était vraiment riche d'être à Londres dans une banque d'investissement en plein dans la crise de 2008 où quand tout s'est écroulé, ça a été vraiment, vraiment riche de voir tout ça, de voir toutes ces croyances, tout un peu s'effondrer. Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Et après, pendant tout mon parcours, pendant les 10 ans, en fait, ça se passait bien pour moi. Mais j'étais vraiment pas très à l'aise, pas à ma place. Je me levais le matin, j'avais mal au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Je me sentais vraiment pas au bon endroit. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à avoir le courage de le quitter parce que ça avait quand même un monde doré.
Et un jour, j'ai quitté ce monde avec la vocation de créer une entreprise en me disant que, voilà, que j'allais pouvoir créer une entreprise à impact, à mission et faire quelque chose dans le domaine du sport, de la performance, pour accompagner les gens. Et en fait, j'ai trouvé une idée comme ça de créer un concept où on crée des groupes de gens qui ne se connaissaient pas. Et pendant 3 semaines, on leur faisait faire des choses ensemble. Donc on avait commencé par un premier point de départ qui n'est pas forcément le plus facile, qui était d'aider les gens à arrêter de fumer. Donc on prenait des gens qui avaient déjà le projet d'arrêter de fumer et on leur disait, voilà, on va vous regrouper et vous allez tous arrêter de fumer le même jour, à la même heure. Et pendant les 3 premières semaines, qui sont en général les plus compliquées, les plus difficiles, où on se sent le plus seul, les plus anxiogènes, en fait, on va vous créer à la fois un groupe où vous allez pouvoir interagir les uns avec les autres et aussi un parcours d'accompagnement avec des médecins, avec des coachs, avec des profs de yoga, etc. Et donc, on va changer complètement l'expérience d'arrêter de fumer pour que ça devienne quelque chose de fun, de ludique, de social. Et donc, j'ai fait cette boîte pendant 2 ans et demi, où à la fin des 2 ans et demi, j'étais, je pense, en burn-out complet. Donc, je me suis retrouvé à être le monsieur bien-être de tout Paris, mais en fait, j'avais 0 batterie, je ne pouvais plus, en fait. Et pourquoi? Je pense pour plusieurs raisons. Bah déjà, vraisemblablement à cause de cette solitude du dirigeant, où je pense que je prenais beaucoup de choses sur moi, beaucoup de pression, et je n'arrivais pas à ce que ça sorte. Et aussi parce que je pense que je me suis rendu compte en étant honnête avec moi-même que je n'étais pas fait pour être dirigeant d'entreprise, en tout cas sous cette forme-là, que ce n'était pas vraiment ma valeur haute de faire ça, mais en revanche, ce qui me passionnait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir accompagner les gens et accompagner ces personnes-là qui ont une vision, qui ont de l'ambition et qui sont capables de rester focalisés, comme vous deux, pendant un certain nombre d'années sur un projet, alors que moi, au bout de 15 jours, je monte une boîte et j'ai envie d'en monter une autre. Et donc, depuis maintenant 2015-2016, j'ai la chance de faire ce métier de coaching, où j'accompagne principalement 2 typologies de clients. Donc, il y a des chefs d'entreprise hommes et femmes, de différentes tailles d'entreprise. Ça va de la start-up qui est en croissance jusqu'à l'entreprise du CAC 40. Donc, j'ai un panel assez large. Et après, j'ai la chance d'accompagner des sportifs et des sportifs professionnels, donc des champions du top 100 de leur catégorie dans différents sports. Et donc, ça me permet de m'inspirer de l'un et de l'autre, en fait. Je m'inspire vraiment du monde de l'entreprise, du business, pour en parler à ces sportifs qui n'y connaissent rien. Et en même temps, tous les entrepreneurs que j'accompagne, ils sont vraiment ravis d'avoir les petits secrets des sportifs de haut niveau. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai envie de rester avec toi, Romain, sur ma première question. J'ai pris l'avion juste pour toi. Donc ouais. Je reste. Ouais, parce que tu n'as pas dit où tu habitais, Ah oui, pour rendre tout le monde un peu jaloux. J'ai fait l'aller-retour, j'habite à Lisbonne. Voilà, donc. Je ne suis pas très fier de mon aller-retour, mais c'était pour la bonne cause. Voilà, j'ai un peu cramé son carbone tracker, mais bon, malheureusement, voilà, c'était pour la bonne cause. Un échange constructif. Il va falloir qu'on soit très très bon ce soir. Donc du coup, dans le thème de ce soir, avant de vous donner les clés, en tout cas, de notre panel sur comment rompre la solitude, je voulais juste qu'on dresse un tout petit peu le constat. On en a un petit peu parlé, vous avez déjà un peu évoqué certains de ces sujets, mais toi, Romain, tu vois du coup des dirigeants régulièrement qui, j'imagine, se confient à toi, qui partagent en fait leur moment de solitude. Comment tu vois ça de ta fenêtre et surtout comment tu l'expliques en fait? Qu'est-ce qui pour toi entraîne la solitude des dirigeants quand il y en a une? Déjà, ce qui est dans mon expérience, cette solitude en fait, c'est souvent le point de départ de mes relations avec les gens en fait. C'est que il va y avoir un dirigeant ou une dirigeante qui se retrouve dans une situation donnée, à un endroit, qui en général parle à quelqu'un de confiance et est dans cette situation où elle est un peu au bout du rouleau et elle se sent seule et isolée. Et là, il y a mon nom qui va être glissé dans la conversation en fait. Et donc en général, le début des relations que je vais avoir de relations de coaching, ça part vraiment de ce constat de la personne qui en fait est un peu comme le sportif de haut niveau, hein, qui a tout un écosystème où elle est vraiment très entourée, mais qui paradoxalement se sent très seule, très isolée. Et vraiment parce que pour tout un tas de raisons, enfin, qui sont pareilles que dans le sport, mais surtout cette sensation d'avoir un devoir de responsabilité et de ne pas pouvoir en fait pas avoir l'espace pour exprimer ces choses un peu vulnérables, un peu fragiles, des doutes, pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas inquiéter sa femme, son mari, pour ne pas inquiéter ses associés, ses investisseurs, parce qu'on doit faire bonne figure, on a cette posture de leadership. Et en fait, ces personnes se retrouvent un peu enfermées dans ce personnage, dans cette carapace. Et donc moi, petit à petit, en fait, je vais les aider en créant un espace pour eux où ils vont pouvoir vraiment se confier
à 100%, et avec quelqu'un aussi qui comprend le business derrière, ils vont pouvoir petit à petit en fait se repositionner et récupérer le. Et tu vois des patterns, c'est-à-dire est-ce que tu te dis, en fait, les dirigeants que je vois, ils se sentent plus seuls si ils sont c'est des dirigeants de grands groupes, PME, start-up. Est-ce qu'ils sont plus seuls si c'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des... Je pense que ça va être riche après d'avoir les partages. Mais c'est surtout aussi une question d'état d'esprit et de personnalité. Ok, Et aussi on pourra en parler, mais aussi du rapport à ton ego en fait. ok. C'est Ouais, que, je sais que tu m'en as beaucoup parlé ouais. quand on a préparé cette table ronde et je pense que c'est assez important effectivement ce que... Ouais, donc ça dépend. C'est vraiment, tu peux avoir une personne qui a 3 employés qui se sent très seuls et des personnes qui ont 30 000 employés qui se sentent totalement libres dans l'exercice de leur fonction, qui arrivent le matin. C'est un terrain de jeu en fait. Ouais. Et ils sont là, ils s'amusent, ils ont des responsabilités immenses, mais ils n'ont pas ce poids et cette solitude en fait. Ok. Et je trouve que ça vient énormément dans la capacité en fait à libérer la parole en fait, dans la capacité à libérer sa parole et surtout à être soi-même. Et c'est ça que j'aide beaucoup les gens à faire, c'est à déconstruire les carapaces, les masques et les personnages dans lesquels ils se sont mis petit à petit pour retrouver leur vraie personnalité, être eux-mêmes et arriver à avoir parfois des discussions délicates, à assumer ce qui se passe et à être plus dans le réel en fait. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de me dire parce que c'est un sujet qu'on a un peu abordé avec Frédéric quand on a eu notre échange également, où tu me disais, Frédéric, en fait, dans le constat, finalement, effectivement, moi, je me sens pas tellement seule. Enfin, c'est ce que tu m'as dit encore là tout à l'heure, même si tu as eu des moments, je pense, plus ou moins difficiles, probablement de solitude dans toute la trajectoire. Mais tu me disais ça et tu me disais, en revanche, effectivement, je peux comprendre la solitude dans la mesure où, effectivement, parfois, t'as pas tout envie de dire à tes équipes, ou tu peux pas toujours tout dire. Ou moi, j'ai essayé, tu m'avais donné un exemple, je viens que t'en parles, ou je sais plus, je pense que t'as fait peur à des collaborateurs en leur disant ça, je sais pas, vous en pensez quoi? Ils disaient, oh là là, je vais bien raconter ça. Donc, je te laisse peut-être exprimer là-dessus pour que tu nous dises aussi si tu constates la même chose et si effectivement la solitude du dirigeant, elle vient du fait qu'il y a des choses dont tu peux pas parler. Ou est-ce qu'à contrario, du coup, il faut parler de tout et c'est pas, de toute façon, la solitude, elle est là quand même, quoi. Alors, effectivement, moi, la solitude du dirigeant, j'ai jamais eu l'impression de la ressentir. Et encore une fois, en traversant des moments qui ont été très compliqués, on a fait des procédures collectives, plan social, on a géré des phases d'hypercroissance, des phases de restructuration profonde. Et à travers toutes ces phases, il n'y a pas un moment où je me dis, en fait j'étais tout seul. Mais je pense que j'ai aussi beaucoup construit un écosystème autour de moi. Et je pense que la problème c'est pas qu'on ne peut pas partager, c'est qu'on ne veut pas partager. Il y a des gens qui vont avoir un sentiment d'échec, à dire, c'est une difficulté. Là, je ne sais pas trop comment la gérer. Donc, si jamais, en fait, je commence à poser la question, c'est quelque part que je ne sais pas. Donc, c'est un aveu d'échec. Et je ne peux pas. Je peux pas avouer que je suis pas sûr. Bon. Donc c'est un sujet d'ego. Et je pense que voilà, ça revient beaucoup à un sujet d'ego. Moi, il y a des exemples, il y en a plein. Il y a quelque chose que j'aime bien dire en réunion quand je suis avec des équipes qui me connaissent pas bien, et dire je réfléchis la bouche ouverte. J'ai le droit de dire des bêtises, mais vous avez le devoir de me contredire. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de la posture effectivement, du sachant, donc le dirigeant forcément il sait. Et donc non, en fait quand on réfléchit, on s'autorise à dire des bêtises, on s'autorise à faire des erreurs, on en fait tous tout le temps. C'est normal, sinon on fait rien. Mais il faut être très libéré par rapport à ça, il faut être très à l'aise. Et en fait, si on fait des erreurs, on ne peut pas être dirigeant. En fait, si, c'est la vie, c'est la vie. Et après, l'anecdote à laquelle tu faisais référence, c'était moi, j'ai beaucoup l'habitude d'échanger, de discuter, de poser des questions et tant à des gens qui vont être des coachs, des mentors, des pairs, donc des amis qui sont entrepreneurs et des gens dans mes équipes. Et je me suis rendu compte, effectivement, au moment j'avais des discussions avec des commerciaux sur on va dire notre politique commerciale. Qu'est-ce que tu penses, les nouveaux produits, parce qu'en fait, ils sont en contact des clients, donc il y a une certaine logique quand même à leur poser des questions. Et je me suis rendu compte que dans le panel, effectivement, des commerciaux à qui on pose les questions, il y en avait une partie qui était effectivement très valorisée, que le dirigeant vienne discuter avec eux, prendre leur avis.
qu'est-ce que tu penses? Donc, qui étaient flattés, ce genre de questions. Et puis d'autres, je n'ai pas la stat, mais on va dire moitié-moitié, en fait, qui ne le disaient pas, mais qui étaient inquiets. Si le dirigeant, si le patron vient me demander à moi ce qu'il faut qu'on développe comme nouveau produit, si c'est sait vraiment pas. Et donc ça pose des questions. Voilà, le fait de libérer la parole, de s'autoriser à discuter un peu de tout et avec tout le monde. Mais en même temps, voilà, c'est, je pense, comme ça d'une part, qu'on se nourrit des interactions et des avis des uns et des autres, et qu'on se forge, entre guillemets, des convictions, qu'on s'autorise à en changer. On a le droit de changer d'avis, évidemment. Mais c'est vrai que je pense que la solitude, c'est beaucoup une posture que les gens s'imposent, même en s'interdisant certains échanges et certaines interactions. Et on parlera de la posture parce qu'effectivement, tu as évoqué des pistes aussi dans nos discussions. Je te propose qu'on en reparle dans un instant. J'ai laissé la parole un peu à Sabrina. Alors Sabrina, j'ai envie de te poser plein de questions parce que la solitude du dirigeant, évidemment, et la solitude de la dirigeante, alors, aussi probablement un peu. Je sais que tu m'as dit que tu n'avais pas non plus ce sentiment de solitude. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu m'as dit sur ces notions de savoir poser des questions, un peu ce que Frédéric disait également. Donc savoir ce que tu sais, être confiant sur ce que tu sais et savoir ce que tu sais moins peut-être et être capable d'aller chercher l'information. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur la solitude ou la non-solitude et est-ce que de ton côté, sans nous donner toutes les clés, parce qu'on va continuer à en parler de toute façon, mais déjà de nous dire ce que tu constates en tout cas sur comment toi tu le vis. Et est-ce que effectivement tu as vécu de la solitude? Mais je pense que déjà, c'est toujours important de se mettre en lumière probablement de son parcours personnel, hein. Comme je le racontais en préliminaire, mais c'est très juste, j'ai toujours été en dehors de ma zone de confort, depuis toujours, quasiment. Donc, si j'avais pas voulu embrasser ça, je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Je crois que je suis à l'aise avec justement une forme d'inconfort, hein, une forme de méconnaissance, une forme d'aventure, hein, et voire même, j'y trouve presque plus de plaisir qu'à l'inverse. Je pense que si je devais être une gestionnaire, voilà, dans une terminologie très traditionnelle, je pense que je m'ennuierais terriblement. Parce qu'aussi, j'ai dû toujours sortir de ma zone de confort, je crois que je suis là aussi pour apprendre et je suis très à l'aise avec ça. C'est-à-dire que, peut-être que c'est inconvenant de le dire, mais j'ai des gens très sachants, beaucoup plus performants que moi, qui m'entourent sur certains sujets et c'est absolument formidable. Et tant mieux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est une équipe et c'est pour ça qu'on a tous des rôles différents. Sinon, on serait tous CEO ou tous directeurs marketing, etc. Et par définition, ça ne marcherait pas. Je pense que par contre, clairement, ce qui est important, c'est... Je ne sais pas si... c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité et je pense que c'est une forme de franchise et d'authenticité qui fait que moi, ce qui est important pour moi, c'est de créer un corps collectif de confiance où chacun... à une place très claire, très définie, avec des attentes très claires, très définies. Il prend beaucoup de plaisir et sait qu'il est très important au collectif, que son rôle est nécessaire et qu'on ne pourrait pas faire sans lui. Et à partir de ce moment-là, je pense que les conversations sont aussi beaucoup plus déliées parce qu'on ne sait pas tous tout. On a des problématiques, on les expose et on trouve des solutions à plusieurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est facile de dire ça, c'est un peu littéraire, il y a bien un moment, il faut choisir. Hein. Je reste persuadée qu'à partir du moment où déjà, on a une écoute active très forte. Évidemment, on connaît son domaine. Enfin, vous l'avez compris, j'ai quand même plutôt fait toujours le même domaine. Donc, c'est pas non plus... Enfin, je ne suis pas complètement sortie de secteur d'activité. Mais une fois qu'on a un collectif en confiance et qu'on pose les bonnes questions, je crois que quand on arrive en plus, d'autant plus quand on arrive dans des univers nouveaux, il faut avoir une écoute active très, très forte. Parce que finalement, sinon, on est trop tenté de dupliquer ce qu'on connaît déjà et ce qu'on a déjà fait. Et c'est la plus grosse connerie à faire, parce qu'en fait, aucun modèle, aucune boîte, aucun endroit, rien ne se ressemble. Tout est nouveau et à réinventer. Il y a des recettes de base. Mais si on veut faire quelque chose de grand, c'est rarement avec les vieilles recettes qu'on y arrive. Donc, une écoute active, un accueil hyper fort des idées, des gens, etc. Et puis si on pose les bonnes questions, et si on va, et surtout moi ce que j'aime en fait, j'aime bien cette expression
anglo-saxonne, j'ai très longtemps vécu en Angleterre et aux États-Unis. Il y a cette phrase qui dit taking no prisoner. Mais moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si je ne sais pas, tant que je n'ai pas une réponse suffisamment explicite et que je comprends, et que je sens maîtrisée par mon interlocuteur, en fait, je ne lâche pas mon interlocuteur. Et je crois que cette capacité quand même d'écoute, de poser les bonnes questions et d'aller au bout, c'est-à-dire de ne pas se contenter de quelque chose en surface, mais vraiment de quelque chose de très profond, fait que la méthode a l'air de, so far, fonctionner. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé de Frédéric, sur lequel je rebondis, qui moi m'a toujours horripilé, et je ne comprends pas comment les organisations peuvent fonctionner comme ça, je crois qu'il faut effectivement choisir dans ces équipes des personnes qui sont capables de vous contredire. Au contraire, c'est très important. Être entouré de courtisans, ça ne mène nulle part. C'est probablement très rassurant, charmant, etc. Ça crée rarement les meilleurs collectifs et ça crée rarement les meilleures organisations. Donc moi, j'ai toujours privilégié, même d'ailleurs pour certains postes, des gens qui avaient plutôt des personnalités justement interrogatives, comme ça, très, très challengeantes, qui se posaient des questions versus des gens qui roulaient et qui allaient juste faire le job de façon contentée. Et du coup, on a parlé un petit peu, tu as donné le mot vulnérabilité. Est-ce que, alors j'imagine que les CEO, quand ils viennent te voir, Romain, c'est à toi qu'ils exposent leur vulnérabilité. Est-ce que vous avez partagé cette vulnérabilité avec votre groupe? Alors, est-ce que le groupe, c'est les collaborateurs? Est-ce que le groupe, c'est le comité de direction, voire les investisseurs? Et j'ai envie notamment... Alors, je pense qu'il y aura deux réponses très différentes, mais Sabrina, toi qui es dans un... Enfin, tu as des fonds derrière, je connais bien ce sujet-là. Comment tu gères cette partie-là? C'est-à-dire, est-ce que tu as exposé ta vulnérabilité déjà à ton comité de direction, d'une certaine manière, et comment tu gères cette vulnérabilité en étant, et je reviens sur quand même la thématique d'être une femme aussi, auprès de fonds d'investissement, souvent masculins, et est-ce que ça t'engendre une solitude supplémentaire? Je ressens rarement un sentiment de solitude, aussi bien envers les hommes qu'avec les femmes. Je crois que je suis très authentique vraiment dans mon rapport aux gens et dans les situations. Et quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne cherche pas à m'inventer, à faire un numéro de claquette pour trouver une réponse absconde. En général, on tombe en plus toujours pire que de ne pas savoir. Donc, je préfère prendre le temps de la réflexion, etc. Et je crois que c'est... Donc, c'est ce que tu dis, en fait, aussi, par exemple, face à tes fonds, tu leur dis, ça, je ne sais pas, je reviens vers vous, quoi. Exactement. Aussi bien versus mes investisseurs que versus mes équipes. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est... j'insiste, ce qui est le plus important, je crois, c'est vraiment... évidemment, il faut quelques... comment on appelle ça quelques réussite pour aussi installer un climat de confiance. Mais la relation de confiance, elle se crée pour moi sur bien d'autres territoires que l'assertivité du CEO à tout prix qui a réponse à tout et qui est omnipotent. Enfin, peut-être que ça existe et je nous le souhaite à tous, mais je crois que plus personne aujourd'hui, aussi incroyable ou haut soit-il dans toute hiérarchie possible, n'est capable d'avoir toutes les clés de compréhension et de solutions pour la complexité du monde qui nous entoure. Enfin, je pense que personne n'avait prévu le Covid, personne n'avait prévu les gilets jaunes, personne n'avait prévu l'inflation, etc., etc., et que ça a fait pivoter nos organisations, nos cerveaux, etc. Je pense qu'il vaut mieux épouser ça, c'est-à-dire sa part d'aventure, d'inconnu, être par contre se sentir très à sa place, et ça c'est important, et moi je crois que c'est peut-être ça ma chance. C'est encore une fois, comme je vous le disais, d'avoir constamment dû me renouveler, me réinventer, et avec toujours cette même méthode en fait, qui est de véritablement m'intéresser à la matière et aux gens, à l'endroit où je me trouve, avec un modus operandi rationnel qui fonctionne correctement, mais qui encore une fois n'est pas incroyable et qui est à la portée de tous. Mais se sentir à sa place et pas se dire qu'on est un imposteur ou qu'on est là par hasard, etc. Je crois que ça crée un socle suffisamment solide pour ensuite construire des aventures qui même parfois nous dépassent. Merci. Et de ton côté, Frédéric, est-ce que tu as communiqué comment tu communiques ta vulnérabilité? Alors, je ne me pose pas la question comme ça. Moi, je suis comme je suis et entre guillemets... on te prend comme tu es. Non, et j'avoue mes erreurs quand j'en fais, évidemment, et j'ai pas de problème avec ça, et comme je le disais juste avant. Et je rebondis sur ce que tu disais, Sabrina. Moi, je
je pense que le dirigeant, il faut qu'il ait des convictions, c'est important, mais il faut qu'il les questionne en permanence. Parce que le monde change, l'environnement change, il y a plein de choses qui changent. Et donc c'est important d'avoir de la conviction parce que c'est ça qui met entre guillemets en mouvement l'organisation. Donc ça tire quelque part. Et en même temps, on n'est jamais vraiment sûr qu'on tire dans la bonne direction, en fait. Et donc on tire peut-être face à un mur. Bon. Et c'est pas grave. Mais simplement, il faut changer de direction avant de taper le mur, quoi. Et si on ne se pose pas les questions, si on ne se challenge pas soi-même, si on n'est pas à l'aise avec ça, en fait, il y a forcément un mur, un obstacle, quelque chose un jour qu'on va se prendre. Et à partir du moment où effectivement c'est OK, on est à l'aise avec le fait d'avoir à la fois des convictions et en même temps être capable de les challenger et d'en changer, je pense que ça se passe assez bien. Ça marche, très clair. On a fait un bon tour du constat, je pense. Je voudrais qu'on entre un petit peu dans les solutions, en tout cas dans quelques clés de solutions, et je voudrais qu'on aborde 2 sujets. Le premier, c'est un peu déjà l'état d'esprit personnel, la posture, et puis ensuite on parlera de gouvernance. Je voudrais qu'on ait un bon moment sur la gouvernance d'entreprise, parce que je pense que c'est quand même aussi une des clés gouvernance d'entreprise, et en dehors de l'entreprise d'ailleurs, parce qu'on peut avoir aussi d'autres cercles qui vous permettent d'échapper à la solitude. Je reviens sur un point de posture. Romain, quand on a échangé, on a parlé en fait du sport de haut niveau. Et Sabrina, elle a touché un point en disant à un moment, en fait, moi, il faut que je sois là dans l'instant. Et c'est ce que tu me disais un peu sur le sportif, quand il est sur le terrain, il s'est préparé, etc. Mais au moment où il tape la balle, parce que je pense que tu m'avais pris une métaphore du tennis, hein, au moment où il tape la balle, finalement, il faut vraiment qu'il soit dans le moment pour que ça fonctionne et pour s'amuser, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu 2 mots? Parce que je pense que ça touche à dans quelle posture on doit être pour se sentir un peu moins seul en tant que dirigeant et d'abord parler de sa posture personnelle. Alors, je pourrais en parler pendant 300 jours de suite. Hein, tu n'as pas 300 jours. mais déjà, dans ce que vous avez dit, il y a des éléments de ça, parce que déjà, on voit bien que, par exemple, pour être performant dans le sport à l'instant T, vous avez beau avoir travaillé pendant 10 ans avant et fait 1 milliard de coups et répété et savoir faire. Si vous êtes en train de réfléchir à tout ce que vous croyez savoir faire pour le faire, déjà, c'est mort, en fait. C'est mal barré. Donc il y a vraiment cette notion qui est un peu paradoxale, hein, qui est que pour faire quelque chose de manière fluide et que ça se fasse vraiment comme ça, il faut oublier tout ce qu'on sait en fait. Et être capable vraiment de récupérer cet esprit quasiment d'un enfant de 5 ans qui découvre le monde et qui est curieux en fait. Qui est curieux et qui observe son jugement. Ce que Sabrina expliquait un peu sur la manière dont elle... Tous les deux. Ouais. Et donc il y a vraiment, dans les arts martiaux, ils appellent ça l'esprit du débutant. Tu peux prendre le plus grand maître dans n'importe quel art martial, quand il arrive, par exemple un samouraï, pour avoir une chance de survie, il va oublier tout ce qu'il sait pour être complètement dans le présent et pouvoir être avec l'autre, être avec ce qui se joue. Et c'est dans le présent justement que tu vas avoir accès à tes ressources parce que tu es dans cet état d'esprit en fait. Et la question à se poser, c'est en fait, qu'est-ce qui va empêcher le dirigeant ou la dirigeante d'être dans ce présent en fait? Qu'est-ce qui fait interférence à ce sportif pour taper ce coup de manière libérée? Et c'est là où on voit qu'il y a tout un écosystème à mettre en place, où il y a 2 éléments, en fait il y a 2 mondes, il y a le monde intérieur, donc tout ce que je peux faire sur moi, sur la connaissance de moi, le travail avec mon ego, mes peurs, mes croyances, mes traumatismes, mes biais de perception, pour arriver à faire en sorte que quand j'arrive à un endroit donné, j'ai pas plein de bruit dans la tête et dans le corps et j'arrive à être là, pleinement là. Donc il y a ce travail intérieur, et ça c'est le travail que je fais, c'est 80% de mon travail avec les gens. Et après il y a ce travail extérieur, d'écosystème, où comment je m'entoure, quelle habitude je mets en place, quel système, et tout ça va se combiner l'un avec l'autre. En fait. Et du coup, quand tu abordes ces sujets-là, quand un client vient te voir en te disant... alors il dit pas je me sens seul généralement, hein, mais tu comprends qu'il n'a pas beaucoup d'endroits où il peut se confier. Tu travailles du coup sur ces 2 aspects-là avec lui. Comment tu abordes le sujet? Essayer pareil, de me poser avec lui, d'oublier tout ce que je sais et d'être capable vraiment de l'accueillir, de l'écouter et de me mettre dans cet espace de vide en fait quasiment où j'écoute, je ressens et à un moment donné il y a des choses qui émergent. Et donc là, par rapport à ces choses qui émergent, je vais poser une question, utiliser un outil. Et par exemple, je peux me rendre compte qu'assez vite, je me rends compte que la personne va avoir, par exemple, des biais de perception très forts, notamment les performeurs, ils vont avoir ce biais de perception sur la réussite et sur l'échec, en fait. De manière très polarisée, ils vont être dans un monde où ça fait des années et des années qu'ils se construisent
et qui veulent prouver plein de choses à plein de gens pour réussir. Et donc, ils vivent un peu dans ce fantasme, cette illusion de croire qu'un jour, leur réussite va les rendre heureux, va les remplir, va leur faire se sentir moins seuls, va leur faire se sentir accomplis. Donc, il y a vraiment ce biais de perception-là. Et tu as celui totalement opposé, qui est d'avoir totalement peur de l'échec et de croire que l'échec, en fait, c'est juste négatif, en fait, et que si je me retrouve à planter ma boîte demain, il n'y a pas tout un tas de répercussions positives à court, moyen et long terme qui va arriver pour moi et pour les gens que j'aime, en fait. Et donc, mon travail, ça va être de prendre la personne, de voir un peu où elle est, de l'aider à prendre de la hauteur et de voir que, voilà, sur une même situation, en fait, il y a des endroits où elle est un peu trop par là, des endroits un peu trop par là, et on va l'aider à rétablir. Et une fois qu'on rétablit, en fait, ça crée plus de paix, plus de sécurité intérieure. Et dans ce que vous avez dit tous les deux aussi, il y a ce travail aussi de clarifier les choses, en fait. Ce qui crée de l'insécurité, certainement de la solitude et du mal-être, c'est quand les choses ne sont pas claires, en fait. Par exemple, tu as dit à quelqu'un que tu savais faire alors que tu ne sais pas faire. Quelqu'un de ton équipe a dit qu'il allait le faire alors qu'il ne sait pas faire. Et d'être capable justement d'avoir des structures et des rapports avec les gens où en permanence, on va être capable de poser les bonnes questions, comme tu disais, où tu vas chercher encore juste savoir, et de l'autre côté être capable d'exprimer ces zones d'ombre, etc., bah, ça crée un cercle vertueux. À l'inverse, tu as beaucoup d'environnements dans lesquels rien n'est clair, en fait. Tout le monde pense et est persuadé qu'il sait ce qu'il est en train de faire, mais ça repose sur plein d'incompréhensions et tout un système comme ça. Et donc mon rôle, ça va être petit à petit, après avoir fait ce travail sur soi, parce que si tu te lances dans les conversations et que tu n'as pas fait le travail sur soi, c'est que des égos qui vont se répercuter les uns contre les autres, mais ça va être petit à petit d'avoir ces conversations où tu vas, de manière délicate, poser les choses, reposer des bonnes questions. Et le sujet qui vient toujours, c'est le sujet du cadre, en fait, de reposer des cadres. Et donc ça peut être entre associés, ça peut être dans un mariage, ça peut être à n'importe quel endroit, de reposer le cadre et de veiller à ce que dans le cadre, tout le monde ait sa propre responsabilité, en fait. Et il y a aussi ce biais-là, souvent le chef d'entreprise, il prend toute la responsabilité. Il a l'impression qu'il est responsable de ses 5 employés ou ses 5000 employés. Il a l'impression que c'est son devoir, alors que ce n'est pas vrai, en fait. Tu es responsable de personne. Tu es responsable de toi, ton bien-être, ton état d'esprit, l'énergie que tu apportes autour. Mais derrière, on voit bien, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas que c'est une illusion, en fait. Hyper intéressant, on a tous envie de se faire coacher d'un coup pour se sentir. Je rebondis sur le mot responsable, hein, parce que je crois que Frédéric, c'est un peu ce que tu as en tête quand tu vois un peu ton pote. Tu m'as dit libre et responsable, je crois. Ouais, moi, c'est ma définition entre guillemets de l'entrepreneuriat. Ouais. Et ce que je recherchais, non, donc, la liberté, effectivement, de ses choix et de sa trajectoire de vie, et en même temps la responsabilité, alors, qui chez moi provoque pas de la solitude. Je me sens, quand je me suis mis sur une estrade pour annoncer à mes équipes qu'on allait faire un plan social, je me sentais pleinement responsable de ce qui était en train de se passer. Exactement. Et en même temps, je me sentais responsable de sauver le maximum d'emplois, et donc j'étais pas en train de Mais ton fuir cadre était peut-être clair, et peut-être aussi Ouais. que tu avais déjà fait tout le travail nécessaire. Oui, alors j'ai eu des coachs. On en parlera dans les solutions, mais ouais, pour moi, on peut pleinement se sentir responsable des réussites et des échecs, et les assumer et le vivre bien, voilà, sans que ça provoque. Et je pense que c'est vachement important, effectivement, pour être au contact des situations, et pas se retrouver isolé dans cette. Et surtout, il dit un truc qui est fondamental, qui est que dans son focus au quotidien, pareil, on prend dans le sport, il n'est pas sur le résultat, en fait. Ouais. Il n'est pas en train d'essayer de mettre la balle sur le green, il n'est pas en train d'essayer de réussir quelque chose, il est focalisé sur le parcours pour y arriver, en fait. Donc c'est ça qui crée Tous les le joie, deux, en fait. effectivement, vous êtes. Sabrina aussi, tu nous as exprimé ça en nous exprimant, voilà, moi je suis pleinement là, etc. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et il a dit un truc qui est intéressant. fondamental pour vraiment être au quotidien sur les étapes, c'est de se focaliser sur, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui j'ai envie d'être, en fait. Et ça, personne ne peut te le prendre. En fait, si tous les jours, toi, tu décides que ton terrain de jeu de l'entrepreneuriat, tu as envie d'être libre et tu as envie d'être responsable, personne ne peut te le prendre, même le Covid, peu importe, tu vois. Et donc, si à chaque fois, ton corps exprime ça et que tu amènes ça partout, bah, voilà, là, tu fais de ton mieux et derrière, le résultat arrive, mais c'est juste une conséquence, en fait. Hyper intéressant. Je vous propose qu'on passe sur la gouvernance, qui, derrière ce terme,
voilà, qui couvre plein de choses. Je voudrais qu'on parle à la fois de la gouvernance que vous avez mis en place dans des structures très différentes, puisque d'un côté, Frédéric, tu le disais, tu as été autofinancé pendant très longtemps. Donc tu étais un peu ton propre maître à bord, même si tu as mis en place plein de choses. Donc j'aimerais que tu nous en parles. Sabrina, toi tu as eu des gouvernances très différentes. Tu as vécu des gouvernances de boîtes anglo-saxonnes et puis aujourd'hui tu as un gros fonds de PI derrière. Donc je voudrais que tu nous en parles également en nous disant comment tu gères la gouvernance vis-à-vis de ton comité de direction et de tes actionnaires. Est-ce que... Alors, gouvernance. Frédéric, à toi. Oui, alors, je voudrais que tu nous parles aussi de ton advisory, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai, dans mon choix de vie de libre et responsable, effectivement, j'étais actionnaire très majoritaire, président, tout pouvoir. Donc, il n'y avait absolument rien qui, dans les statuts de la boîte, pouvait entraver la quelconque décision. Je pouvais faire ce que je voulais. Bon, c'est très clair. Et j'ai créé la boîte avec un associé qui était plus jeune que moi. Et donc, les règles du jeu étaient claires au début et ça fonctionnait bien. J'avais un peu moins de 30 ans et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Mais j'ai mis en place un conseil, comité stratégique, consultatif. Donc, statutairement, il avait une existence statutaire en termes de gouvernance. Mais par contre, tous ces avis étaient consultatifs. Et donc, je pouvais décider de faire autre chose si je le souhaitais. Pour la petite histoire, une grosse dizaine d'années plus tard, on l'a rendu, entre guillemets, décisionnaire, puisqu'en fait, on avait pris pendant plus de 70 réunions plein de décisions qui avaient toutes été appliquées. Il n'y en a pas une seule que j'ai, où j'ai pas suivi la décision de l'avis du conseil, qui était consultatif, mais qu'on respectait à chaque fois. Et qu'est-ce qui était intéressant dans ce comité? Alors, d'une part, moi je l'ai créé au tout début parce qu'on était assez jeunes avec mon associé, on crée une boîte, on dit en fait il y a plein de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure et donc du coup on va mettre un peu de cheveux gris, un peu d'expérience autour de nous et j'ai été chercher 3 personnes que j'avais rencontrées dans ma vie professionnelle avec des profils différents. Encore la diversité, quelqu'un qui avait un profil plutôt ingénieur, industrie, énergie, quelqu'un qui était un commerçant et qui est du monde du bâtiment, et puis une troisième personne qui était un entrepreneur avec une sensibilité RH et humaine très forte. Et donc du coup, il y avait ce groupe de gens qu'on réunissait tous les 2 mois, et puis on leur partageait assez naturellement nos réflexions, nos envies, nos ambitions, nos tracas, nos problèmes. Et sans qu'ils aient de rôle de gouvernance formelle, en même temps, finalement, on discutait de tout assez en amont. Finalement, parce que dans une gouvernance classique, et je le découvre maintenant qu'un fonds est rentré, c'est vrai qu'on dit finalement, on va parler des sujets finalement assez tard, quand on est vraiment avancé dans la réflexion, quand on a des propositions très structurées. Pour pas donner l'impression qu'on ne sait pas en fait. Voilà, alors donc, moi, évidemment, dire écoutez, il y a un sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ça discute, et ça échange. Et c'était extrêmement riche, mais on était très en avance de phase pour effectivement nous permettre d'assez rapidement capter un certain nombre de réflexions, de messages qui nous envoyaient, et quelque part de se nourrir de cet input pour après le processer, le transformer et conduire la boîte. Et je pense que ça a été un premier élément très, très important. Et je pense que le rôle consultatif de ce comité était une des conditions de la libération de la parole, y compris du dirigeant envers le comité. C'est comme si vous avez un doute, vous n'allez pas voir votre commissaire aux comptes en disant j'ai un problème, qu'est-ce que tu en penses? Bon, parce que ça va générer d'autres problèmes derrière. Donc là, le comité qui est consultatif, qui était là pour aider quelque part la société à se développer avec des gens qui venaient entre guillemets de manière très bienveillante pour aider la société et mon associé et moi-même à conduire la boîte. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Et après, il y a d'autres éléments plutôt entre guillemets informels, mais qui me paraissent importants, des amis, effectivement, en fait, avec qui on partage des choses et on échange. Des amis entrepreneurs ou des amis des amis entrepreneurs, pas mal. Tu es dans des réseaux, du coup?
c'est des amis? Je suis rentré au Galion aujourd'hui, mais je n'étais pas dans des réseaux. C'est la première fois que je rentre, et plutôt pour transmettre que cette fois-ci Mais par contre, oui, des réseaux, j'ai pas mal d'amis, et donc du coup, effectivement, dont beaucoup qui sont entrepreneurs, et donc du coup, je les rencontre et je leur soumets des sujets en disant qu'est-ce que tu en penses, et toi, qu'est-ce que. Et puis après, je me nourris, entre guillemets, un peu comme une éponge de leur retour. Et coach et mentor, quelque part, également, en disant c'est pareil. T'as toujours eu un coach? Excuse-moi, je fais. Non, j'ai pas toujours eu un coach, mais j'en ai eu plusieurs, entre guillemets, dans ma vie, par phase, je viens d'avoir 4. Plus un homme de l'ombre, un mentor, ce que tu disais tout à l'heure, qui là aussi, avec qui on peut partager très, très simplement. On décroche le téléphone. Il Plus âgé Plus âgé. Salut Thierry, un truc, qu'est-ce que tu en penses? Bon, et puis moi, je réfléchis bien avec les autres. C'est aussi, et donc j'ai besoin, quelque part, d'envoyer la balle, pour reprendre la métaphore, d'envoyer la balle pour qu'elle revienne, pour la renvoyer, etc. Et c'est comme ça, par itération successive, que je forge mes convictions et que j'essaie de prendre les meilleures décisions. Et ton comité de direction, en quelques mots? Comité de direction, j'ai un bel exemple de parité et de diversité. Bravo. Voilà. On a plus de directrices que de directeurs, et une bonne partie issue de la diversité, une partie qui est issue entre guillemets, de la société, qui est montée petit à petit, une autre mais qui du coup te connaissent depuis relativement longtemps, et qui, certains depuis qui aident aussi 13 ans, mais je pense que la plupart depuis 3-4 ans. Bon, mais après, je pense que quand on est rassemblé sur un projet, quand on est honnête, sincère avec les gens, et entier, je veux dire, c'est vraiment, finalement, assez rapidement, on prend ses marques, et ça va assez vite. Donc, et c'est vrai que il faut que la parole soit libérée, il faut que la contradiction soit possible. Il faut construire avec les gens. C'est que si on rentre dans la réunion et qu'en fait on tient une réunion pour dire qu'il y a une réunion, mais qu'en fait la décision était déjà prise en amont, et qu'en fait on sait tout, et qu'on n'est pas réceptif à ce qui se passe dans la réunion. Moi, je rentre pas dans une réunion, je ne sors pas d'une réunion avec la même chose que je suis rentré. Ouais. C'est pas possible. Je sais pas faire. Okay. Donc dans les échanges, il y a des choses que je vais capter, des signaux faibles, et et je pense que c'est une des conditions, effectivement, de la bonne conduite et de la non-solitude. Parce que dans cet état-là, entre guillemets, il n'y a pas de solitude possible, j'ai envie de dire. Merci. Et du coup, Sabrina, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes différentes gouvernances, parce que tu en as vécu plusieurs, et de ce qui te paraît être important? Et ça peut être aussi, d'ailleurs, comme le disait Frédéric, parce que je sais que tu as aussi beaucoup d'activités en dehors d'Aromazone. Donc tout ce qui te permet aussi, en termes de gouvernance personnelle, de te sentir moins seul. Frédéric a déjà dit beaucoup de choses, je crois. Pour moi, peut-être, ce qui est très important, c'est très basique, mais c'est d'éviter les gens toxiques. C'est très bête, mais en fait, vous pouvez être dans la plus belle boîte du monde et ne pouvoir rien faire, ne pas pouvoir avancer parce que, voilà, il y a une toxicité ambiante qui fait que... Je crois que c'est très important quand on grandit, j'ai pas d'autres mots, qu'en fait, quand même relativement choisir son parcours et les endroits où on atterrit et les gens qui vous entourent. Donc, ce que tu veux dire par là, si je te suis, c'est que tu choisis un peu ta gouvernance. C'est-à-dire que quand tu as accepté le poste, tu savais que tu choisissais une bonne gouvernance. J'ai travaillé donc en préliminaire sur ce deal avec le fonds qui a donc gagné ce deal qui s'appelle Euraseo. Ça a été, je crois, assez intelligent parce que ça m'a permis de finalement les côtoyer au quotidien, travailler avec eux et arriver à les sonder, les comprendre aussi humainement et d'un point de vue des valeurs et d'un point de vue de l'approche et aussi de ce qu'ils voulaient faire de l'entreprise. Et je crois que c'est très important de s'entourer, même si on n'est pas décisionnaire à 100% pour tout. Hein. Mon fonds est propriétaire de cette entreprise et peut me limoger du jour au lendemain.
Mais moi, j'ai décidé d'aller avec eux versus d'autres. Et c'est un choix. Parce qu'ils me correspondaient et qu'ils cochaient mes cases. Ensuite, la gouvernance interne à l'entreprise, il y avait un CODIR existant. Certaines personnes sont parties, certaines personnes sont restées. J'ai fait le choix de m'entourer. Et j'ai ensuite recruté les personnes que je devais recruter, soit pour les postes manquants, soit pour des remplacements de postes. Et ensuite, sur ma 3e gouvernance, j'ai aussi un conseil de surveillance, où là, je n'ai pas choisi nécessairement tous les interlocuteurs, mais le gros des interlocuteurs est quand même relativement lié aux 2 éléments précédents. Et j'ai un président du conseil, pareil, qui est quelqu'un que j'ai choisi, qui est Éric Courteil, qui dirigeait la Redoute, et qui est pour le coup une personnalité que j'apprécie parce qu'il est entier, direct, excuse-moi, il est administrateur indépendant du coup. Absolument, il est Donc président du conseil de surveillance. D'accord, et donc tu as des administrateurs indépendants dans ta gouvernance. Enfin, j'en ai pour le moment un Je seul. ne sais pas si tout le monde est clair sur les administrateurs indépendants, mais qui permettent en fait d'amener dans une gouvernance, notamment quand il y a des fonds, mais pas que, parce que c'est finalement la même chose qu'un advisory. Mais en tout cas, dans une gouvernance où il y a des fonds, ça permet d'amener un regard extérieur souvent plus objectif. Voilà. Donc, et pareil, avec un discours très direct, très franc, très honnête, et qui fait partie des personnes que je peux être amenée à appeler sur des sujets spécifiques, parce qu'il a évidemment du recul, de la bouteille, de l'expérience. Et en parallèle de ça, moi, j'adore, sur des sujets très pointus, très précis, très experts, m'entourer d'experts. Il y a des moments où on a besoin d'experts. Il y a des moments où il faut vraiment des gens qui ont mis les mains dans le cambouis dans un truc très, très, très spécifique. Je rends hommage d'ailleurs à quelqu'un avec qui on travaille en ce moment, qui est Emmanuel Grenier, qui pendant longtemps a dirigé Cdiscount, qui nous aide sur des dimensions logistiques. Et voilà, et cette espèce de... Donc, des gens qui regardent tous dans la même direction, qui ont tous un bon ADN, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'Emmanuel Grenier, tu n'es pas allé chercher... non, mais parce que je le trouvais très sympa. Oui, mais c'est quelqu'un qui a un calibre il est important. Formidable, et en plus, il est très sympa. Donc j'ai envie de dire, pour moi, j'ai envie de gens très sympas. Mais je le dis, je sais que c'est très naïf et quand même peut-être se dire, bon, on s'attendait à autre chose cette soirée. Mais en fait, c'est très important, des gens très sympas qui ont envie que ça se passe bien, qui veulent votre bien, qui veulent votre réussite, qui veulent la réussite du projet et qui ne sont pas là pour des raisons obscures, d'ego, de politique, etc., etc. Et ça, je crois que c'est quand même déjà une très bonne mayonnaise, même si on n'est pas décisionnaire à 100%, puisque vous l'avez compris, je n'ai pas fondé mon entreprise, donc je n'étais pas propriétaire et décisionnaire à 100%. J'ai quand même créé, je crois, un écosystème relativement seul, par différents choix successifs, en ayant vraiment ce compas de la non-toxicité et de gens qui œuvraient pour un projet qui nous dépasse tous, qui, selon moi, est un grand projet avec des grandes valeurs. Et il faut donc que ces gens aient ces valeurs et qu'ils les portent, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai plein de copains, plein d'amis. Alors les réseaux, je suis dans 50 000 trucs auxquels je ne peux plus aller, mais je sais où sont les gens quand j'en ai besoin. On te voit souvent quand même, on a un réseau en commun et effectivement, tu es quand même très présente aussi. Donc tu sais effectivement t'entourer. Et je sais qui appeler quand j'ai un souci et j'ai la chance ou la naïveté, je ne sais pas, de penser que effectivement les gens sont bienveillants et me répondent avec bienveillance, parce que je crois qu'on a tous créé cette espèce d'écosystème où on se fait confiance et on a envie et on se réjouit de la réussite des uns des autres. C'est très important. Non, mais c'est un beau message. Et je sais aussi que Romain, parce que tu as écrit un livre où tu parles un peu de ce sujet-là, et où tu parles aussi de la générosité de mémoire, ou en tout cas on en a parlé ensemble, où tu expliques aussi que pour recevoir et se sentir moins seul, il faut être capable de donner. C'est un petit peu le message que tu dis. Tu veux nous en dire 2 mots ? Oui, après je dis aussi dans le rapport à l'ego, parfois les gens se sentent seuls déjà. On parle de la solitude du dirigeant, mais il y a quand même plein de gens qui se sentent seuls, même s'ils ne sont pas dirigeants. C'est pas la solitude du manager, mais effectivement. Je veux dire, il y a plein de gens dans le monde entier. Il y a des mères au foyer qui se sentent seuls, il y a des dentistes qui se sentent seuls, il y a des chauffeurs Uber qui se sentent seuls. Donc voilà, il y a quand même, je pense que c'est important de recadrer, de se rendre compte que souvent, on a un peu l'impression d'être le centre du monde quand on est dirigeant, quand on est performeur, quand on est sportif de niveau, quand on est artiste.
quand on est en haut de la scène, en fait. Un peu malgré nous, hein, un peu malgré soi, on est un peu le centre de l'attention. Et du coup, d'arriver à recadrer ça, déjà, je pense que c'est... Un peu comme nous ce soir, là, sur la... Et comment tu le recadres, en fait, c'est que souvent, c'est assez simple, en fait. C'est que tu es tellement le centre de l'attention, tu es tellement dans ta tête que le truc le plus important, qui au final, quand tu rentres chez toi le soir, ton niveau de présence, il est proche de zéro, en fait. C'est-à-dire que tu as des enfants, tu leur lis une histoire, tu es en train de penser à 3-4 autres choses en même temps. Tu reviens, ta femme ou mari te pose une question, tu réponds à côté. Et donc, en fait, tu es complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est ça aussi, je pense, le travail pour se sentir moins seul, c'est d'arriver à se recentrer aussi sur les choses essentielles et de se remettre présent dans ces moments essentiels, en fait. Alors, je pensais pas te poser la question en étant HEC un jour, mais est-ce que tu incites tes CEO à méditer, par exemple? En fait, j'incite... En fonction de la personne, on essaie de trouver ensemble quelle va être la pratique ou l'activité qui va lui convenir et qui va faire que ça va être fluide pour lui ou pour elle. Et l'idée, c'est, pour être réaliste par rapport aux agendas qu'ils ont, c'est moi, ce que je trouve intéressant et qui porte des fruits rapidement, c'est de se dire, voilà, est-ce que je peux avoir une pratique, peu importe laquelle, et tous les jours d'arriver à en faire quelques minutes, en fait. Et ça crée une espèce d'espace que tu construis jour après jour. Et ça inverse un peu la tendance de se refermer comme une huître, déjà parce que tu apprends un peu plus à avoir de la self-awareness, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et après, petit à petit, en fait, cette self-awareness, elle n'est pas pour être égoïste et juste centrée sur soi-même, elle est justement pour être avec les autres et leur laisser de la place, en fait. Et je trouve que pour moi, les leaders que j'admire, c'est ceux qui sont capables d'être dans une pièce alors qu'ils font des choses exceptionnelles, d'être complètement captivé et attentif par ce que les gens racontent et de laisser la place à tout le monde, en fait. Et tu vas à ton prochain dîner, tu vas voir des gens qui prennent toute la place et d'autres qui sont capables de poser des questions, de s'intéresser, et même si c'est pas la personne qui a fait un exit et qui a la boîte la plus passionnante. Donc pour moi, c'est aussi ce retour à ces choses simples et fondamentales qui fait qu'on se sent moins seul au final. Ce que tu dis aussi, c'est que quelque part, au-delà de notre sujet de ce soir, c'est aussi un peu un phénomène de société. Donc, quelque part, la solitude du dirigeant, c'est pas non plus on n'est pas dans le débat philosophique, mais tu as raison, il y a des sujets, bien sûr. Ouais. Il y a des trucs propres aux dirigeants de par sa position, mais après, il y a des choses fondamentales de société, notamment, on vit dans un monde qui est ultra connecté, on est sollicité du matin au soir, et où on a l'impression d'être en contact de tout le monde, en fait, en permanence. Je veux dire, quand tu as un outil comme Slack, où en permanence, tu reçois 47 notifications de ton équipe par chaque demi-seconde, tu vois, c'est quand même assez particulier. Et en fait, cette ultra-connexion, elle fait que on est à l'inverse du flow, c'est qu'on est dans notre tête avec plein de trucs qui nous tabassent. Et dans les choses les plus simples, on est déconnecté complètement, en fait. Et à un moment donné, il y a un truc qui va arriver qui va faire que on va devoir se réveiller, en fait. Merci, c'est hyper intéressant. On touche à la fin. J'ai envie de vous demander un petit truc et astuce justement sur ce sujet-là. C'est quoi votre bonne pratique personnelle et pour toi aussi, Romain, qui vous permettent de justement soit de déconnecter tous les jours, soit d'avoir un truc qui vous permet de vous sentir moins seul et plus connecté aux autres? La question difficile, la question piège, je voulais pas poser. Elle est pas préparée celle-là, alors elle est toujours plus dure. C'est facile, le truc qui me reconnecte le plus, c'est juste de connecter à mes enfants, ou même pas que mes enfants, en fait, de regarder un enfant et d'être pleinement avec un enfant. En fait, tout de suite, ça m'ancre dans le présent et ça me fait oublier tout ce qui se passe dans ma tête. Donc ça, et après, un truc plus pragmatique, c'est quand je sens que ou même la personne, quand je sens qu'elle est agitée et qu'elle se replie, c'est tout simple, c'est tu prends un papier et tu lises tout ce qui te prend la tête, en fait. Et le but, c'est pas d'être négatif pour être négatif, mais c'est de sortir toutes ces interférences et de les poser sur une feuille, et une bonne fois pour toutes, de dire voilà, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me gave, et de sortir, et à un moment donné, ça purge, en fait. Et ça fait du bien. Voilà. Merci pour ce conseil. Sabrina, est-ce que tu... Ben moi, j'aime la solitude, pour le coup. Alors mince, on va recommencer, on recommence tout. Non, mais autant je la ressens pas au boulot, autant je la recherche dans ma vie privée. Ah ouais. Mais parce que tu es ultra connecté. Donc je m'oblige à me lever tôt le matin pour avoir mon heure et demie seule avant que tout le monde ne se réveille. Et parce que c'est le seul moment où je peux enfin vraiment... Et t'en fais quoi de cette heure et demie? Excuse-moi, je suis très indiscrète. Je
je prends mon thé D'accord. et j'essaie de lire, D'accord. de faire ce que je n'ai pas le temps de faire, c'est-à-dire ce D'accord. que moi je considère comme voilà, des choses très, très qualitatives et profondes, mais Ok. que j'ai plus le temps de faire après Ok. dans ma journée où je suis bombardée. En cela, c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'on m'a souvent dit, mais ça doit être hyper dur de se déplacer toutes les semaines. Donc moi, mon usine et mon centre d'expédition et mon siège sont dans le Vaucluse, ce qui est formidablement beau, mais assez enclavé. Donc c'est à peu près 4 heures de train et 4 heures de train retour, donc ça fait 8 heures de déplacement en Et tu y général. vas toutes les semaines? Là, j'y vais toutes les semaines. Ouais. Mais en fait, alors c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait. On peut se dire, ah mon Dieu, c'est horrible, c'est usant, c'est crevant. Et on peut se dire, mais quel C'est sas ta bulle. extraordinaire, personne m'emmerde. Et je suis injoignable, ça capte pas, je suis dans mon train, de toute façon, je suis là, je suis foutue. Il y a les annonces du bar quand même. Ouais, mais finalement, c'est un moment de liberté, paradoxalement extraordinaire. C'est un vrai sas. Et puis, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, mes gosses, paradoxalement, m'épuisent Ah bah et ça me aussi. ressourcent incroyablement. Et je m'oblige à faire les devoirs pour être avec eux. Et en fait, ça me fait un bien fou à moi. Et les week-ends sont très sanctuarisés, ouais. Ah bah sinon, on n'y arrive pas. Super. Frédéric, tu as la lourde tâche d'avoir le tips de la fin. Oui, moi, c'est beaucoup plus simple. C'est un tips que que j'ai volé en fait à un coach, un de mes coachs, qui avait un- il prenait du temps pour respirer. En fait, on sentait que enfin, pour ressentir, comprendre et mettre un peu de distance et se recentrer quelque part, il y avait une respiration vraiment, lente, profonde. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais, entre guillemets, chopé ce truc-là et que je le faisais assez naturellement. Donc, à des moments où, en fait, on dit, OK, enfin, parce il y a la partie rationnelle et puis il y a la partie émotionnelle. Et moi, je suis très attentif à, effectivement, ce qui est en train de se jouer, entre guillemets, en termes d'émotion chez les personnes. Enfin, et pour ressentir ça, en fait, il faut arriver à déconnecter un peu le cerveau, qui sinon, en fait, bloque les messages. Et pour ressentir, et donc quelque part, cet exercice de respiration, en fait, on respire doucement, profondément. Et du coup, voilà, il y a des choses qu'on ressent différemment. Voilà. Et donc moi, ça fait partie de mes petits tips pour, Super. voilà, Il est Gémeaux. Ouais. On va faire, on va voir tout ça après. On va faire les signes et tout ça. Merci beaucoup. Merci pour toute votre transparence. Et on n'a pas fini les questions. On a encore une petite question pour vous. Bonus. Je vais laisser la parole à Félicité. Viens, je te laisse ma place. On m'entend? On m'entend bien? Parfait. Merci à vous trois. Ça a été éclairant et super engagé. C'est appréciable. Vos partages d'expérience trouvent un véritable écho avec les CEO clients, mais également managers de transition que nous accompagnons aujourd'hui. Et comme vous le rappeliez, notamment Sabrina, l'art de savoir s'entourer, notamment en interne au niveau du COMEX, est un enjeu qui revient de manière récurrente dans les préoccupations des CEO, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. En mai dernier, on avait conduit une enquête auprès des dirigeants que nous accompagnons et managers de transition de tout type de taille d'entreprise et tout secteur d'activité. Et l'un d'eux nous disait « Je suis fort si mes équipes sont fortes ». La majorité nous remontait cette force du collectif et l'importance de la communication. Parmi nos répondants, nous constatons qu'ils sont nombreux à avoir fait d'un des membres de leur direction leur bras droit, leur partenaire privilégié, certains nous ayant même parlé de confidents. En tête de liste, on retrouve le DAF suivi du DRH qui, depuis la pandémie, joue un rôle de plus en plus prégnant. Sabrina, Frédéric, dans le cadre des différentes transformations que vous menez aujourd'hui dans vos entreprises, considérez-vous avoir un bras droit, ou plutôt une femme ou un homme de l'ombre, ou encore, iriez-vous jusqu'à parler d'un confident? Et puis vous, Romain, que constatez-vous auprès de vos CEO que vous accompagnez? C'est moi qui démarre. Allez. J'ai pas, non, j'ai pas un confident.
ce qui ne va pas vous aider. Des confidents. Par J'aurais dû thématique, par commencer. sujet. Et j'ai une relation très privilégiée à mon actionnaire aussi, qui paradoxalement est aussi un sparring partner. Et avec lequel, mon investisseuse, qui est une femme, Amandine RM, avec laquelle j'itère beaucoup justement aussi sur les grandes décisions, les pivots, les choix très engageants. Et je pense on est très différentes, mais on a déjà je pense que c'est important, une passion pour ce projet qui dépasse la dimension purement business. Et donc, une approche qui est très globale. On se pose beaucoup de questions sociétales, on se pose beaucoup de questions sur la répartition de la valeur, sur le régénératif, sur des choses qui sont assez profondes. Et c'est aussi peut-être ce que je voulais dire quand on parlait de la nécessité de bien s'entourer, non toxique et profond, c'est en général pas mal. Et du coup, on est capable, je pense, d'avoir plusieurs personnes. À partir du moment où il y a ces éléments-là, on est capable de s'entretenir de façon très précise et privilégiée avec plusieurs personnes. Voilà. Donc, je n'ai pas un confident, mais j'ai une relation très profonde avec vraiment la majorité de mes équipes. Mon quotidien, vraiment. Je voudrais les interroger eux, mais je pense qu'ils se diraient que oui, on a un degré de proximité qui est pas commun par rapport à parcours plus traditionnel, business. C'est quelque chose qui est important pour moi et que je recherche. Ouais. Merci. Je ne vais pas vous aider parce que moi, c'est pareil. Non, mais j'ai pas un confident, mais je pense que je pourrais dire que j'ai plus de la moitié du CODIR, effectivement, que je pourrais considérer comme confident et partager des choses sensibles sans aucun problème. Donc après, ça prend un petit peu de temps pour créer la relation, mais en fait, assez rapidement, en fait, on peut se parler à peu près de tout. Donc après, l'homme de l'ombre, pour moi, c'est entre guillemets mon mentor que j'ai rencontré, qui est un serial entrepreneur et que j'aime beaucoup. Je pense qu'il, entre guillemets, m'aime beaucoup parce que ce qu'il le fait sans aucun intérêt financier. Il y met du temps, il y a mis vraiment beaucoup de temps, mais entre guillemets, je pense pour m'aider et aider les filles. Donc, entre guillemets, comme un cadeau. Donc, ouais, j'ai une relation un peu particulière avec lui, mais qui n'est pas du tout dans la société, qui n'est pas dans la gouvernance, qui est vraiment complètement latérale. Et au sein de la société, je peux partager avec quasiment tout le monde. Et il n'y a pas. Je trouverais même, honnêtement, même un peu malsain de dire en fait, il y en a un qui est le confident, parce que ça risque de développer un truc qui, dans le collectif du groupe, est un peu déséquilibré. Donc, je serais même assez mal à l'aise, quelque part, de me dire, il y en a un, le DAF, le DRH. Lui, je lui dis des trucs, mais les autres, je leur dis pas. Parce que, je pense que ça induirait quelque chose d'assez déséquilibré, déséquilibrant. Merci. Donc pour moi, c'est facile. Déjà, c'est mon rôle d'être le confident des personnes. Mais après, je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant, c'est de se rendre compte qu'avant d'être le confident de quelqu'un ou que quelqu'un soit ton confident, c'est déjà, pour beaucoup de personnes, ça va être de développer cette relation à soi-même où tu vas être ton propre confident, en fait. Tu vas être capable, dans cette vie où tout va à 100 000 à l'heure, de te poser et de te poser à toi-même des questions, en fait, et de prendre le temps d'y répondre. Et déjà, d'avoir cette pratique quotidienne, hebdomadaire, ou une fois de temps en temps, de prendre un temps pour soi, pour essayer d'observer ce qui se passe, de voir ce qui se joue à l'intérieur de soi, de voir ce qui se joue à l'extérieur de soi, et d'essayer de répondre à ces questions, déjà, c'est un pas énorme, en fait. Et après, il y a des pratiques, par exemple, il y a une pratique qu'on appelle les morning pages, les pages du matin, où à la base, c'est un exercice de créativité, mais c'est aussi un exercice, pour se sentir moins seul, qui est top. L'exercice, c'est tu prends 3 feuilles recto et tu les remplis. Tu t'écris tout ce qui te passe par la tête. Donc que ce soit positif, négatif, des idées brillantes, ce que tu as fait hier, tu t'en fous. Et tu dois juste remplir. Et en fait, petit à petit, cette pratique développe justement cette communication, ce dialogue avec soi-même,
où tu vas enlever progressivement tout ce qui ne sert à rien, qui est superflu, pour arriver au fil des pages et au fil des jours à toucher au cœur du message et de ce que tu as envie d'exprimer vis-à-vis de toi-même. Parce que après, la réalité, c'est que pour être capable de vraiment écouter et se confier, il faut avoir fait ce travail déjà en amont pour que ce soit vraiment efficace, sinon ça part un peu dans tous les sens. Et après, dans mes clients, ce que j'observe, au-delà d'être leur confident, c'est que souvent, dans leur couple, le premier coach et celui qui n'est pas payé pour ça, c'est souvent la femme et le mari. Et c'est souvent elle ou lui qui m'appelle en me disant, écoute, j'en ai ras-le-bol de mon mari ou de ma femme, est-ce que tu peux t'en occuper? Tiens, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Okay. Bravo.